Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre pour mon bilan lecture du mois de novembre. En novembre, j'ai clairement explosé mon compteur de lecture. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans cette vidéo aussi avec quelques conseils et astuces que j'ai pu mettre en place pour lire plus. Ça vous aidera ou pas d'ailleurs, mais en tout cas moi ça m'a bien aidé, donc j'étais bien contente de pouvoir mettre tout ça en place pour pouvoir lire un petit peu plus parce que j'avais besoin de lire un peu plus en novembre puisque j'ai eu quelques collaborations rémunérées et j'avais à tout prix envie de continuer à vous proposer à peu près autant d'avis lecture sur d'autres livres qui ne sont pas des collaborations rémunérées. Ça me tient à cœur d'avoir un équilibre entre les deux et puis au-delà de ça c'était juste un mois où j'avais envie de lire énormément et je pense que c'est le plus important aussi. Alors comme j'ai pas mal lu, je vais classer un petit peu ces livres par genre et on commence tout de suite avec le contemporain. Du côté des romances contemporaines, j'ai lu Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans la collection Nu Romance en format poche. C'est ici l'histoire de Lazare qui croit enfin à son rêve et qui fait tout pour le réaliser. Il a ouvert un restaurant avec son meilleur ami. Et ce restaurant fonctionne très bien ma foi puisque sur les réseaux sociaux, ils ont l'habitude de proposer des petites recettes mais d'une manière un peu plus aguicheuse que ce que l'on peut retrouver habituellement et ça séduit beaucoup de monde, ça fait des vues et ça permet de faire connaître leur restaurant qui fonctionne vraiment de top du top. De l'autre côté, il y a Thelma qui est critique culinaire sur les réseaux sociaux mais pas que, puisqu'elle écrit aussi des articles qui sont parfois achetés par des journaux. Bref, elle s'implante petit à petit dans ce métier bien difficile et son astuce à elle, c'est lorsqu'elle va dans les restaurants de se déguiser de manière à passer pour quelqu'un d'autre que qui elle est et être complètement incognito. Et bien que Thelma s'épanouisse vraiment dans sa vie professionnelle, elle a un petit peu plus de mal en amour puisqu'elle s'est séparée de son ex qui lui apportait pas suffisamment d'attention et qui était chef cuisinier. Donc elle s'est toujours dit jamais elle ne ressortira avec un chef cuisinier. Le jour où celui-ci se marie, sa sœur décide de l'aider et de faire en sorte qu'elle change un petit peu d'idée et l'invite dans le restaurant, encore plus du coup le restaurant tenu par Lazare et son meilleur ami. Thelma va y aller, elle va passer une très bonne soirée, mais d'un point de vue culinaire, tout n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attendait, en particulier vu la réputation qu'ils ont sur les réseaux sociaux, et donc elle va tout simplement écrire un article qui est un petit peu piquant sur certains aspects et en même temps attirer à elle l'attention des chefs cuistots, mais pas que. Puisqu'il y a une offre qui ne se refuse pas qui va tomber dans sa boîte mail, une série télé pour conseiller des chefs cuisiniers et pour cela ils ont besoin d'une critique culinaire. Thelma voit ici la chance de sa vie d'un point de vue professionnel, sauf que manque de peau, il faut que ça tombe sur le restaurant encore plus. Elle va devoir passer un petit peu plus de temps avec les chefs du restaurant et en particulier avec Lazare qui clairement a l'air vraiment très réticent à écouter ses conseils, mais clairement c'est très sympa à lire. Honnêtement, j'ai passé un super moment de lecture. D'ailleurs, je l'ai écouté en livre audio sur Scribd et si ça vous intéresse, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez un lien pour Scribd Next Story et Audible dans la description si vous le souhaitez. On est clairement sur une new romance qui est drôle, qui est légère, qui est rafraîchissante, qui va vous divertir, qui est absolument géniale à écouter pendant qu'on cuisine. Typiquement, j'ai adoré le faire. Et qui en même temps va aborder un sujet un petit peu plus profond d'un point de vue professionnel et de l'impact que cela peut avoir par rapport aux ambitions que les parents peuvent avoir pour nous et le fait d'avoir un métier voilà, qui soit pas en lien avec ce qu'ils attendent d'eux. Et franchement, c'est très chouette de voir les personnages évoluer dans de telles circonstances et de les voir finalement prendre confiance en eux, assumer leurs choix et leurs responsabilités. Vraiment un pur délice, c'est clairement un divertissement parfait et je trouve qu'il est plutôt idéal pour la saison, je sais pas, même si ça se passe pas du tout à Noël, même s'il n'y a pas du tout cette ambiance là, eh bien il y a un petit quelque chose qui me fait rappeler finalement les romans de Noël. Je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'ils parlent de cuisine. Ensuite, j'ai lu Love, Set et Match de L.M. Volange aux éditions Lemon dans la collection It's Up to You. C'est un livre que j'ai lu en collaboration rémunérée avec la maison d'édition et clairement c'était un pur régal. Ici on va suivre Colleen Brown qui est une joueuse de tennis et clairement elle adore son sport, elle ne vit que pour lui et en particulier pour ses sets en duo qui sont clairement ce qu'elle préfère. Sauf qu'à la veille de l'US Open, qui est vraiment une compétition de haute importance dans le monde du tennis, son coéquipier se blesse et ne peut pas y participer. Colleen se retrouve donc à devoir faire équipe avec une autre personne et ses coachs lui imposent directement comme personne évidente Julien Messon. Sauf que entre Colleen et Julien, il y a un petit passif et c'est clairement pas évident pour elle de lui faire confiance, d'autant plus que Julien est très mal perçu dans le monde du tennis puisque en fait il est accusé d'avoir utilisé du dopage il y a plusieurs années de cela et du coup forcément sa confiance avec les spectateurs et même les personnels qui travaillent dans le domaine du tennis est un petit peu entachée. Mais Julien compte tout faire pour se racheter et pour racheter sa confiance et donc il est prêt à tout, même à faire équipe avec Colleen. Ici, c'est un roman dont on n'aura peut-être pas tous la même expérience.
Parce que le principe, c'est qu'on est sur un roman interactif où au fil des chapitres, on va choisir quel chapitre on lira ensuite en fonction de ce que l'on choisit pour les personnages. Donc on va tous faire nos propres choix et je pense qu'on n'aura pas tous exactement la même histoire, puisque dans mon cas, Colleen a fait toujours des choix qui étaient un peu propres aux miens et ce que j'aurais fait à sa place, je pense. En tout cas, j'ai adoré la manière dont l'autrice l'a fait. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir un livre interactif comme ça et ça donne encore plus envie de se plonger dedans et surtout de le relire pour le découvrir d'une autre façon. Il y a plusieurs fins qui sont possibles en fonction des scénarios que vous avez choisis au fur et à mesure de l'histoire et certains choix sont même pris en compte pour vos choix futurs. Et sachez en tout cas que quel que soit le choix que vous faites, eh bien normalement il n'y aura pas d'incohérence. En tout cas, j'avais vraiment peur de ça, j'avais peur que le fait de prendre des décisions fasse que l'on passe à côté de quelque chose et que parfois il y ait des choses qui n'aient pas vraiment de sens, mais non. Tout était très fluide et parfait et c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué dans d'autres chroniques que j'ai pu lire sur Instagram. Donc je pense que si je ne suis pas la seule à avoir ce ressenti, c'est que c'est vraiment très bien travaillé, ce qui fait que d'ailleurs j'ai très envie de lire un autre livre de l'autrice dans la même maison d'édition, donc on en reparlera plus tard lorsque je l'aurai lu. En tout cas, c'est ma foi une romance sportive qui est super sympa. J'ai adoré suivre Colleen, j'ai adoré suivre Mason, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur Mason puisqu'ici on est sur un seul point de vue. Et vous le savez, souvent dans les romances, j'aime quand on a deux points de vue et qu'on peut voir l'histoire se tisser des deux côtés, les sentiments se développer d'un côté comme de l'autre. Là, c'est pas le cas, là on a tout du point de vue de Colleen, donc forcément faut s'adapter à ça. Mais en tout cas, c'était vraiment très chouette, j'ai adoré l'ambiance du tennis et même sans rien y connaître, j'ai pas le sentiment d'être passée à côté de certaines informations. Bien sûr, il y a des choses que je ne maîtrisais pas, c'est sûr, mais je trouvais que c'était plutôt bien amené et bien expliqué. Bref, une lecture à découvrir si ça vous tente, bien sûr. On continue ensuite avec A New You Were Trouble de Alicia Garnier aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un livre que je voulais absolument lire là prochainement parce qu'il est sorti en septembre et je voulais vraiment ne pas tarder pour le découvrir. Je suis trop contente de l'avoir lu parce qu'on est clairement sur une belle pépite encore une fois. On est ici sur une romance psychologique dans laquelle on va suivre Joy qui est la sœur de Logan, le protagoniste de Can't Help Falling in Love, la duologie de cette même autrice. Et l'histoire se passe un petit peu après celle de Can't Help Falling in Love. Et Joy vit sa meilleure vie en tant que danseuse à New York. Clairement, c'est ce qu'elle rêvait le plus au monde depuis toute petite. Mais elle se retrouve à devoir retourner à Madison pour le mariage de son frère. Elle est témoin et du coup doit l'organiser, mais elle n'est pas la seule témoin à contribuer à l'organisation de ce mariage, puisqu'il y a aussi Travis, le meilleur ami de son frère, qui est là, pour qui elle craque secrètement depuis très longtemps et du coup forcément des sentiments vont refaire surface, d'autant plus que Joy et Travis vont devoir passer du temps ensemble. Mais Travis de son côté a encore des blessures du passé qui font qu'il ne souhaite absolument pas s'engager en amour. Vraiment il a vécu des traumatismes par le passé et c'est très difficile pour lui de faire confiance de nouveau et surtout de se dire qu'elle pourrait blesser quelqu'un par inadvertance, et d'autant plus, bien qu'il soit attiré par Joy, elle lui est complètement interdite. Sauf que tous deux sont vraiment déstabilisés par une chose, plus ils passent de temps ensemble et plus les choses paraissent évidentes. C'est facile en fait pour eux de passer du temps ensemble, c'est facile de se faire confiance, c'est facile finalement d'être juste au contact l'un de l'autre. Et progressivement, des sentiments vont se tisser entre eux. Une histoire que j'ai adorée parce que même si elle est moins dure que Can't Help Falling in Love, elle reste quand même difficile sur certains points. L'autrice aborde des sujets difficiles. Attention, ici on va parler d'addiction, de drogue et de deuil. Ce sont des sujets très forts dans ce livre et qui ont leur place ici. En même temps, il y a aussi plein d'autres choses autour des injonctions en fait qui sont imposées et en particulier ce que Joy a pu vivre dans le passé. C'est des personnages qui vont se reconstruire progressivement. On est vraiment sur une rédemption et c'est tellement beau à suivre en fait et de voir aussi que toutes les solutions ne sont pas apporter uniquement parce qu'ils trouvent l'amour, mais qu'il y a plein d'autres choses autour et aussi un travail sur eux-mêmes. C'est clairement pas facile et l'autrice va malmener vos petits cœurs, je vous préviens, mais j'ai tellement aimé cette lecture et j'ai presque envie de le relire alors que je viens tout juste de le terminer. Je continue ensuite avec Top Secret de Sarina Bowen et Elle Kennedy aux éditions Bookmark dans la collection MXM. On est ici sur l'histoire de Keaton, un fils à papa à qui tout réussit, qui est même sur le point d'avoir la présidence de la fraternité dans laquelle il habite, c'est pour dire. Mais alors, un jour, sa petite amie lui demande pour son anniversaire d'avoir un plan à 3. Alors Keaton n'est pas contre l'idée et va tout faire pour trouver la personne idéale pour cela, et du coup il va s'inscrire sur un site de rencontre. C'est alors qu'il va faire la connaissance de Sinner3 avec qui le contact passe directement et ça va même un peu plus loin puisqu'ils s'échangent même des sextos en prévision de voir si ça pourrait bien marcher avec eux pour pouvoir finalement faire ce fameux plan à 3. Sauf que de l'autre côté, on a Sinner3.
ou autrement dit Luke, qui lui est plus en difficulté que Kaiten. Il a une bourse d'études pour étudier à l'université, mais à part ça, eh bien, il doit gagner le moindre argent qu'il a besoin pour pouvoir survivre et payer sa chambre. C'est la plus petite chambre qu'il a de la coloc, mais clairement, ça lui coûte une fortune. Sa solution à lui, ce serait de devenir le président de cette fraternité dans laquelle il est pour justement avoir une chambre offerte. Parce que oui, le président de la fraternité a sa chambre offerte à l'année et pour lui ce serait une solution mais indispensable qui lui permettrait justement de pouvoir se loger et continuer à survivre et à se nourrir tout au long de l'année tout en étudiant. Et vous l'aurez compris, sans le savoir, Kaiten et Luke sont dans la même coloc et se détestent au plus haut point. C'est une histoire que j'ai adorée, c'est tellement hilarant, mais vraiment, j'ai apprécié découvrir du coup Kaiten et Luke plus en profondeur, de découvrir cette relation qui se tisse progressivement entre eux, et ce côté enemies to lovers, mais en même temps qui n'en est pas vraiment un, dans le sens où ils sont ennemis dans la vraie vie, mais dès qu'ils parlent par message, sans savoir qui est l'autre, il n'y a aucun souci, et le courant passe parfaitement entre eux. J'ai vraiment apprécié voir cette évolution aussi de leurs sentiments, et ce questionnement finalement que Kaiten va entreprendre aussi quant à son orientation sexuelle. C'est franchement une histoire qui est incroyable sur ce point-là. Par contre, je tiens à le souligner, c'est très explicite et ça correspond clairement pas à tout le monde. Mais si vous avez aimé la saga Off Campus de Elle Kennedy par exemple, je pense que vous apprécierez tout autant Top Secret. Avant de passer à l'imaginaire, je vais vous présenter les quelques graphiques que j'ai pu lire du coup qui sont du contemporain. Tout d'abord, nous avons le deuxième tome des Combats Invisibles de Taous Meraki, Machi et Kaim Alian aux éditions K-Factory. C'est ici la suite des Combats Invisibles, une histoire qui parle de harcèlement scolaire où on va continuer à suivre du coup les cavaliers de l'apocalypse qui sont ces adolescents qui font une tourmente comme pas possible dans l'établissement en notant les différentes filles, en essayant de les séduire pour réussir à avoir des photos compromettantes d'elles et de se les envoyer entre eux. Ils ne pensent pas forcément à mal dans ce qu'ils font, mais ça a un impact énorme et après tout ce qu'il s'est passé dans le premier tome, certains adolescents décident de prendre la parole et de raconter l'histoire de leur point de vue et franchement c'est super intéressant. C'est le genre d'histoire qui est difficile à lire, j'ai même pleuré en lisant le premier tome, mais en même temps je pense que c'est un roman qui est extrêmement important parce qu'on parle pas assez de harcèlement. Alors oui, ici c'est beaucoup de harcèlement scolaire, alors oui ici on est beaucoup sur du harcèlement scolaire, il y a aussi du cyberharcèlement dedans, c'est très ancré adolescent et d'ailleurs même la manière de s'exprimer est très adolescente aussi, mais je pense que ça peut quand même résonner sur certains aspects et en particulier face à des choses que l'on peut voir, des choses dont on peut être témoin sur les réseaux sociaux. Pour moi c'est hyper important d'être intransigeant face à ça parce que ça fait des dégâts monstrueux jusqu'au point où certaines personnes finissent par perdre la vie en fait à cause de ça. Et franchement je pense qu'il faut vraiment pas fermer les yeux lorsqu'on voit des choses qui sont de l'ordre du harcèlement. Et si jamais vous avez besoin d'en parler, si jamais vous êtes victime de harcèlement ou que vous en êtes témoin, n'hésitez pas à appeler le 3018 qui est un appel gratuit qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui vous écoutera, qui saura vous aiguiller aussi sur les démarches à entreprendre. Dans le premier tome d'ailleurs, on avait énormément d'explications face au harcèlement, le cyberharcèlement et comment s'en sortir et qui pouvait être victime, etc. C'est des informations qui ne sont pas reprises dans celui-ci. Je pense tout simplement qu'ils sont partis du principe que si on lisait le deuxième tome, on avait déjà lu le premier et qu'on avait déjà toutes ces informations à disposition. Ça n'empêche que c'est une histoire qui est très poignante, très touchante et qui va traiter avec brio de ce sujet. Alors oui, comme je vous le disais, dans un contexte très adolescent dans lequel on se reconnaîtra peut-être pas, mais qui pourra résonner aussi en certaines personnes, parce que vous avez probablement été adolescent ou vous l'êtes encore, peut-être que c'est des choses que vous avez pu voir ou vivre, je l'espère pas en tout cas, et en même temps je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de toutes ces choses qui peuvent avoir lieu dans notre monde. Avec un petit peu plus de légèreté maintenant, j'ai lu le deuxième tome de True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble aux éditions Hugo BD, qui était une chouette BD. Difficile de vous en parler parce qu'il s'en est passé des choses dans le premier tome et j'ai pas envie de vous spoiler. Globalement ici on va suivre Elliot qui a perdu toute sa famille dans un accident dû à une fuite de gaz et suite à cela il ne se souvient plus des visages des personnes qu'il rencontre. C'est très compliqué pour lui de retenir les visages, c'est au-delà de ne pas être physionomiste, hein. Vraiment c'est super compliqué pour lui. Mais Elliot est peintre et du coup il va essayer en fait à travers ses peintures de se remémorer certains visages et en particulier celui de June qui tient la galerie d'art dans laquelle il expose. Parce que clairement, June a là ce truc hypnotique qui fait qu'il a envie de se souvenir d'elle et du coup il va peindre son visage pour essayer de ne pas l'oublier et c'est ainsi qu'ils vont créer progressivement des sentiments l'un pour l'autre. Mais il se passe un truc
à la fin du premier tome qui redistribue toutes les cartes. Et je vous laisse découvrir le tome 2 pour en savoir un petit peu plus, c'est très compliqué de vous en parler comme je vous le disais. En tout cas, c'est une BD que j'ai adorée, qui est franchement très chouette sur son histoire, sur la manière dont elle traite les émotions, sur la manière dont elle parle aussi des injonctions familiales, sur la manière dont elle parle aussi des obligations des entreprises et ce genre de choses. Enfin bref, ça va bien plus loin que ce que je viens juste de vous dire. Et franchement, c'est tellement chouette, j'ai absolument pas vu ce qu'il s'est passé dans le premier tome. Et je suis très contente d'avoir lu ce deuxième. On continue ensuite avec tout ce qui va être imaginaire et je commence par le fantastique. J'ai lu The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Hugo Stardust, qui est clairement un livre incroyable que j'ai tellement aimé. Je pense même qu'on peut dire que c'est un coup de cœur avec le recul. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous ai fait tout un vlog lecture sur YouTube en collaboration avec les éditions Hugo Stardust. C'est ici l'histoire de Nicole qui est empyréenne. En tant qu'empyréenne, elle a le pouvoir justement de réguler les autres créatures surnaturelles et de les tuer, tout simplement, puisque les empyréens se transforment en le prédateur le plus propice et le plus puissant pour combattre les autres créatures. Mais Nicole ne s'est jamais transformée, elle n'a jamais dévoilé son pouvoir d'empyréenne, tout simplement parce que ça lui est complètement interdit. Sa mère a décidé de quitter l'Éveil, qui est la société qui régit l'entièreté des empyréens, et du coup Nicole ne doit absolument pas dévoiler qu'elle a ce pouvoir-là justement, parce que dès qu'elle va faire son éveil, dès qu'elle va se transformer pour la première fois pour combattre une autre créature, eh bien l'ensemble des empyréens sauront qu'elle est là, qu'elle existe, et pourront la traquer pour qu'elle intègre l'éveil. Alors comme sa mère a clairement perdu la vie en essayant de tout faire pour rester à l'écart de cette institution, Nicole va tout faire pour aussi, mais elle essaye surtout de comprendre pourquoi sa mère a perdu la vie justement, qu'est-ce que l'éveil cache et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et pour cela, elle étudie l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art est complètement liée à ces créatures surnaturelles et donc elle va, à travers les différentes œuvres d'art, réussir à comprendre des choses sur ces créatures-là justement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Quand sa directrice de recherche est retrouvée assassinée, qu'il y a un autre empyréen en ville et en plus de ça un spectre, donc une créature surnaturelle qui veut s'en prendre à elle, qui sont là, ça va être très compliqué pour elle et elle va devoir justement s'allier à Kian, l'autre empyréen qui est présent pour survivre, mais tout en lui cachant sa propre nature. On est clairement ici sur une ambiance Dark Academia fantastique avec une romance Enemies to Lovers, un livre que je ne peux que vous recommander si vous recherchez une romantasy avec du Dark Academia, c'est juste trop bien fait et je me suis prise au jeu, j'ai même été rechercher les œuvres d'art qui étaient présentées ici, etc. Vraiment, il y a un travail de recherche qui est énorme et en même temps j'ai adoré le développement de Nicole, le développement de Kian, ces deux personnages et comment ils vont tisser leur relation progressivement, la question de la confiance aussi, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, côté mythologie des différentes créatures et comment l'autrice a jonglé entre tout ça, c'est juste mais tellement bien fait, le rythme est très prenant. C'est un livre qui se dévore clairement et je vous en parle encore mieux je pense dans le vlog puisque c'était mon avis sur le livre. Ensuite j'ai lu un livre que je voulais absolument découvrir cet automne. Il s'agit de l'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness, le 5e tome de la saga All Souls, donc aux éditions Charleston cette fois-ci. J'ai tellement aimé la saga All Souls. C'est une histoire qui est dans mon cœur, que j'ai lu et relu même. Je suis absolument fan de la trilogie principale. Après on a eu un 4e tome qui est un peu plus compagnon, qui va porter du coup sur d'autres personnages principaux. Et là on a un 5e tome qui revient avec en cœur de sujet les personnages de la première trilogie et je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur eux encore, de continuer à les suivre, je les aime tellement, enfin je pouvais pas me détacher de ces personnages et de continuer à découvrir leur histoire qui prend encore une autre dimension, un peu plus covent magique et tout, un délice. Peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, dans All Souls, on y suit Diana Bishop, qui est une sorcière qui ne maîtrise pas ses pouvoirs puisqu'elle n'a jamais eu accès. Elle se contente de vivre sa vie d'universitaire tranquille, elle est historienne en alchimie et du coup elle fait des recherches jusqu'au point où un jour elle doit se rendre à Oxford pour étudier l'Alchemol 782, un manuscrit très ancien référencé dans cette bibliothèque. Lorsqu'elle demande le manuscrit, elle y a directement accès. Un truc complètement improbable puisqu'en réalité ce manuscrit est dit
perdu depuis un bon moment. Personne n'arrive à y accéder lorsqu'il le demande à la bibliothèque. Du coup, elle attire à elle des créatures surnaturelles auxquelles elle ne s'attendait pas, et en particulier Matthew de Clermont qui lui étudie de son côté plus la génétique et en particulier le lien qu'il peut avoir entre les espèces surnaturelles et du coup finalement toute cette question de présence d'espèces surnaturelles sur Terre, etc. Et des réponses à ce sujet peuvent se trouver dans ce fameux manuscrit. Matthew va donc s'intéresser à Diana, mais pas que, puisque finalement si Matthew est intéressé par elle, il n'est pas le seul et elle court un grave danger. D'autant plus que ses pouvoirs de sorcière commencent à refaire surface alors qu'elle ne les maîtrise absolument pas. C'est clairement l'une de mes sagas préférées et je suis absolument enchantée d'avoir pu lire ce 5e tome. J'ai même envie de dire, c'est allé un peu trop vite et... non pas dans le sens où l'histoire était trop rapide, non pas du tout. Dans le sens où je regrette d'avoir déjà fini le 5e et de me dire mais on n'aura pas de suite avant je ne sais combien de temps si on en a une. Donc, je regrette de ne pas avoir relu les 4 premiers pour faire durer un petit peu plus le plaisir, mais c'est pas grave, ce sera peut-être pour la prochaine fois. J'ai adoré le développement qu'on trouve ici, la place de la congrégation, la place des pouvoirs de sorcière, l'ampleur qu'ils prennent, l'ampleur aussi de ces autres pouvoirs que l'on découvre progressivement, de la place aussi finalement des oracles et ce côté covent mystique qui n'était pas forcément très présent auparavant puisque Diana est très solitaire. Franchement, c'était vraiment tellement prenant et j'ai aussi vachement apprécié cette part de nuance qu'il y a finalement entre le côté positif ou négatif de la magie et qu'est-ce que l'on fait finalement avec les ténèbres que l'on a en soi parce que finalement tout le monde n'est pas noir ou blanc, encore moins dans cette histoire où les personnages sont tous un petit peu plus gris et en nuance et c'est tellement chouette de voir finalement que certaines personnes acceptent tout simplement de vivre avec cette noirceur qu'ils ont en eux et de faire du mieux possible pour ne pas être néfaste pour les autres. Et franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir un jour replonger dans cet univers. Je continue du coup avec un livre que je viens tout juste de terminer puisque ça a été ma dernière lecture du mois de novembre. J'ai découvert Le Fils du Père Noël n'est pas un cadeau mais moi non plus de Adé Martel et Marie Faucheux que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les autrices sur Instagram. C'est un livre de Noël que j'ai aimé tellement aimé parce qu'en fait, il reprend tous les codes de Noël, les retravaille à sa sauce et surtout intègre de la magie, de la féerie, de la magie de Noël dans notre univers. Et même des divinités. Ouais, ça va jusque là. C'était tellement chouette. Ici on va suivre Noé qui est le fils du Père Noël, donc il a tous les pouvoirs du Père Noël, mais bon jusqu'ici il arrive à les maîtriser plus ou moins et il s'intègre plutôt bien dans sa vie à Bruxelles, sauf que, finalement il est rappelé pour aller en Laponie pour la passation puisqu'il va devenir le nouveau Père Noël. Le truc, c'est que ses obligations professionnelles d'huissier le maintiennent encore en Belgique et il ne peut pas retourner en Laponie de sitôt. Et du coup, la Laponie vient à lui et ses pouvoirs partent complètement en sucette. Il n'arrive plus du tout à rien maîtriser. Quand il ouvre une porte, il se prend des tempêtes de neige. Quand il rétrécit des objets, il se transforme en cadeau. Quand il monte dans sa voiture, Maria Carré se met à chanter et encore, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. La raison qui fait qu'il reste sur place, c'est parce qu'en fait, il est en plein conflit avec Aina, qui est une avocate qui est impitoyable et souhaite à tout prix résoudre la situation de son client qui implique forcément Noé. Bah ouais, Noé avait rétréci son ordinateur et il n'a pas été très vigilant dans l'histoire, ce qui fait que l'ordinateur de son client est inutilisable. Donc il doit à tout prix trouver une solution pour soit réparer l'ordinateur, soit faire en sorte d'innocenter ce fameux client parce que il est clairement innocent mais juste on a perdu toutes les preuves avec l'ordinateur qui ne s'allume plus. Sans compter que de son côté, Aina, elle vit une vie amoureuse vraiment désastreuse puisqu'elle est maudite en amour. Si elle embrasse quelqu'un, son pouvoir fait que cette personne va aller directement vers ton âme sœur. Et c'est d'ailleurs aussi le même pouvoir qu'ont les angelots qui la suivent absolument partout avec des flèches de Cupidon. Clairement, pas le bon plan. Alors Aina et Noé vont devoir passer du temps ensemble, inévitablement, et tout cela va finir par les rapprocher, malgré tous ces questionnements, ces insécurités, etc. qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et qui font qu'ils ont beaucoup de mal à avancer dans leur vie. C'est une histoire que j'ai tellement aimé et que j'imagine vraiment très bien en téléfilm de Noël. Ça a un côté vraiment décalé, plein d'humour et vous allez sûrement passer un excellent moment, en tout cas c'était mon cas et j'espère sincèrement que vous donnerez une chance à ce roman parce que vraiment
c'est une pépite à découvrir absolument cette saison parce que quoi de mieux qu'un roman de Noël pour la saison. Et au-delà de la magie de Noël, de l'humour qu'on y trouve, etc., il y a aussi des valeurs très fortes, en particulier autour de sa famille, autour des injonctions professionnelles. Bref, il y a plein de choses qui sont abordées ici et finalement les autrices vont aussi un petit peu plus en profondeur en creusant leurs personnages. Et pour la dernière catégorie de cette vidéo, il est temps que je vous parle des fantaisies que j'ai lues en novembre. Il y a tout d'abord Powerless de Lauren Roberts aux éditions Olympe, qui est un livre qui m'a un petit peu déçue, je vous l'avoue. Oui, parce que je vous ai fait toute une vidéo dans laquelle je vous disais que j'estimais avoir des coups de cœur cette année, etc. machin. Et celui-ci était dedans. Je pensais sincèrement qu'il allait être un coup de cœur. Malheureusement, je sais pas si c'est parce que mes attentes étaient trop hautes ou pas, mais ça n'en est pas un. Et du coup, je suis un peu déçue parce que ce n'est pas un coup de cœur alors que j'espérais que ça en soit un. Ici, c'est une histoire qui se passe dans le royaume d'Ilia où seuls les êtres dotés de magie sont vraiment acceptés dans la société et les ordinaires, du coup ceux qui n'en ont pas, sont complètement bannis, rejetés de cette société. Et Paydin fait partie des êtres ordinaires, elle vit dans les bas-fonds de cette société et elle tente de survivre tant bien qu'elle mal et pour cela, elle se fait passer pour médium parce que c'est un pouvoir qui ne peut pas vraiment être contrôlé et surtout, en fait, depuis toute petite, elle a appris à déceler la moindre faille, la moindre petite chose chez les gens, à être très observatrice pour justement les berner et leur faire croire qu'elle est médium. Sauf que ça suffit pas pour lui permettre d'avoir un revenu ou quoi que ce soit et du coup elle vole pour survivre jusqu'au jour où finalement elle trouve quelqu'un de plutôt riche dans les bas-fonds et elle se dit je vais lui voler sa fortune, ce sera bien pratique. Sauf que cette personne peu de temps après se fait agresser et Paydin vient à son secours. Est-ce que c'est du remords? Est-ce que c'est simplement qu'elle ne peut pas voir quelqu'un se faire agresser sans l'aider? Bref, elle va tout faire pour sauver cette personne et y arriver. Sauf que la personne en question c'est l'un des princes du royaume d'Ilia et du coup vu qu'elle n'a pas sauvé la vie d'un simple inconnu, elle attire vraiment beaucoup de regards sur elle. À tel point que lorsque vient la purge, qui est un jeu mortel, qui est là en fait clairement pour montrer les pouvoirs de l'élite et les mettre en avant, en valeur, etc., tout ce que vous voulez, elle se retrouve sélectionnée à y participer. Alors quand pour certains c'est un énorme honneur de participer à la purge, pour elle c'est bien compliqué puisqu'il faut à tout prix qu'elle utilise ses pouvoirs qu'elle n'a pas au demeurant pour survivre, ce qui va être clairement mission impossible et en plus de ça il faut absolument qu'elle fasse tout cela sans que l'on remarque qu'elle n'a pas de pouvoir parce que sinon elle serait directement exécutée. D'autant plus que Kai, le prince en question qu'elle a sauvé, est clairement l'exécuteur de la couronne, donc si elle doit mourir ce sera par ses propres mains. C'est une histoire qui dans le principe est super intéressante, j'ai adoré l'univers, la place de la magie et tout qu'il y a dedans. Malheureusement, il y a deux choses qui m'ont dérangée ici. Premièrement, on a un triangle amoureux et oui, certaines personnes diront que c'est un spoil parce que ce n'est pas dit dans le résumé, mais pour moi ça arrive assez vite dans l'histoire pour vous en parler et surtout c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans ma lecture parce que je m'attendais pas du tout à ça et c'est pas quelque chose que j'apprécie retrouver dans mes lectures et surtout là ça avait ce côté un peu guerre, marquage de territoire, etc. qui clairement me plaît pas du tout. Mais en plus de ça, moi la deuxième chose qui m'a dérangée ici, c'est qu'une fois les épreuves de la purge en cours, il y a beaucoup de similitudes à Hunger Games et oui, j'adore Hunger Games et oui, c'était un plaisir finalement de pouvoir lire quelque chose qui en est plutôt proche sur certains points et qui nous emporte un peu dans ce genre d'ambiance avec en plus cette question de rébellion, etc. qui va prendre son ampleur. Mais il y avait un petit peu trop de similitudes à mon sens et du coup j'ai eu le sentiment de voir absolument tout venir parce que j'avais ce sentiment en fait de relire une histoire que je connaissais déjà et c'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'au vu de comment les choses évoluent par la suite du roman, peut-être que dans le tome 2, en tout cas j'ai bien hâte et je le lirai avec grand plaisir bien sûr. Ah et si jamais le livre audio est lu par Charlotte Gagnor et Pierre-Henri Prunel et c'est une pépite dans ce format là si jamais vous souhaitez lui donner sa chance. Ensuite j'ai lu Netalon Bone de Taking Fisher aux éditions Verso et je vous ai fait tout un vlog lecture en collaboration avec la maison d'édition sur YouTube. On est ici sur une histoire qui sort des sentiers battus, qui est totalement atypique et qui ne conviendra pas à tout le monde, je préfère le souligner, mais qui m'a complètement séduite. On est sur quelque chose qui est un ovni de la littérature, je trouve. C'est clairement un livre qui reprend les codes des contes, mais qui les réutilise de sa propre manière, et d'une manière un petit peu plus sombre aussi que dans les contes, et qui en plus de ça va rajouter des sujets forts que l'on ne trouve absolument pas dans la littérature de contes. Parce que oui, les contes en soi peuvent être très sombres aussi, mais certains sujets n'y sont pas présents.
Là par exemple on y suit Mara, une princesse cadette qui vit dans un royaume qui n'a pas forcément beaucoup d'argent mais qui a un territoire bien important puisqu'elle possède un port maritime, ce qui est très utile d'autant plus que ce territoire est pile entre les royaumes du Nord et du Sud qui se vouent une guerre sans merci. Et Mara a vu impuissante ses deux sœurs épouser le prince Vorling. La première qui l'a épousé est revenue quelques mois après dans un cercueil et la deuxième est allée l'épouser et depuis plus de nouvelles. Mara est complètement impuissante face à tout ça, mais elle est convaincue d'une chose, il se passe quelque chose de néfaste. Il y a quelque chose qui va pas et elle veut à tout prix savoir ce que c'est et faire en sorte de le résoudre. Alors je vous cache rien puisque c'est dit dans le résumé, elle va vite se rendre compte que sa sœur court un grave danger et tout faire pour la sauver, quitte à tuer le prince, et pour cela, elle va s'allier à des personnes auxquelles on ne s'attendrait vraiment pas. Du genre une sorcière capable de parler aux morts, une poule possédée par un démon, un chevalier en désétude et une marraine la bonne fée. Alors bien évidemment on est sur un récit qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de retrouver, puisqu'habituellement la princesse elle épouse le prince au lieu de le tuer, mais en même temps il y a toute une question des violences conjugales qui est présente ici, qui est super forte et bien amenée, et qui d'un autre côté est vue plutôt d'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui est témoin de ça et qui n'en est pas victime, donc c'est pas non plus le cœur du sujet mais la motivation profonde de Mara, et en même temps j'ai tellement aimé. Il y a beaucoup d'humour aussi, des choses vraiment décalées et c'est un roman qui est innovant, qui change complètement de ce que l'on peut avoir l'habitude de lire, et en tout cas pour ma part, et vraiment j'ai pris un réel plaisir à découvrir cette histoire. En plus de ça, on est clairement sur un récit où les personnages secondaires volent la vedette à la protagoniste, ou en tout cas où ils ont tous autant leur importance les uns que les autres, et j'ai apprécié voir cette relation se tisser entre eux alors qu'à la base ils ne se connaissaient pas du tout, et progressivement parce qu'ils ont une quête commune, ils vont finalement s'entraider et créer des liens, et c'est franchement super intéressant. En tout cas, si jamais vous souhaitez une lecture qui sort complètement de l'ordinaire, que vous êtes prêts du coup à faire ce pas là, je ne peux que vous le recommander. On continue ensuite avec Curious Tide de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang, et c'est le premier tome de La Lune et des Marées, qui est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Big Bang sur Instagram. Oui, j'en ai eu beaucoup ce mois-ci, c'était exceptionnel, un truc improbable, d'habitude ça m'arrive pas comme ça. Ici on y suit Emory qui est étudiante à Aldrin, une académie lunaire où du coup elle se forme justement à la magie lunaire et en particulier à la maîtrise de son pouvoir de guérison. Mais un jour, alors qu'elle part en expédition maritime avec ses amis, tous décèdent, même sa meilleure amie, sauf elle. Mais plus que ça, en tant que seule survivante, elle se retrouve aussi dotée d'un pouvoir incommensurable, un pouvoir complètement interdit, le pouvoir de l'éclipse. Mais alors, déjà que de base c'est très mal vu d'avoir ce pouvoir qui en plus de ça est très rare, eh bien Emory ne le maîtrise pas du tout puisqu'elle vient tout juste de switcher complètement le pouvoir, le truc improbable qui n'arrive absolument jamais. Elle va donc essayer de comprendre d'où vient son pouvoir, comment le maîtriser, surtout pour éviter de mourir parce que clairement à tout moment elle peut mourir à cause de ce pouvoir-là. Et pour cela, elle va se diriger vers Baz, qui est le frère de sa meilleure amie décédée, qui lui a un pouvoir de l'éclipse et qui pourra justement la former. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'Emory va aussi apprendre l'existence d'une société secrète au sein de l'académie dans laquelle elle est. Elle va aussi essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et d'enquêter sur la mort mystérieuse de ces différentes personnes. Et surtout, elle est persuadée qu'en fin de compte, sa meilleure amie est encore là quelque part. Une histoire sombre et envoûtante que j'ai tellement aimée et qui fait clairement partie de mes meilleures lectures de l'année, c'est pour dire, on est clairement ici sur une ambiance de magie mais aussi de Dark Academia, dans un univers fantasy comme ça, qui est super développé, très original, autour de la magie lunaire et la magie maritime, et franchement j'aime trop le lien entre les deux et surtout la manière dont tout est amené avec les différentes phases de lune qui donnent différents types de magie, etc. C'est vraiment super intéressant. Par contre, je tiens à le souligner parce que je sais que ça ne correspondra pas à tout le monde. C'est un roman qui prend un peu son temps, qui va être plus dans la réflexion, dans la contemplation et dans l'explication que dans l'action, et c'est pas quelque chose que tout le monde recherche. Donc je préfère être transparente avec vous sur ce sujet-là. Moi en tout cas, j'ai pas vu le temps passer quand je l'ai lu, mais en même temps je l'ai dévoré en très peu de temps. Je crois que je l'ai lu en
2-3 jours max, ce qui fait que pour un livre de 630 pages, finalement il est passé très très vite et je me suis moins rendu compte de cette lenteur qu'il peut y avoir dans le rythme du récit. Et on termine avec une romantasy plus adulte, ce coup-ci beaucoup plus adulte et vraiment très explicite. Il s'agit de Divine Darkness, une offrande de chair et de sang de Anna Trice dans la collection Romantasy des éditions Hugo Roman. C'est ici l'histoire de Danae, une princesse fougueuse et rebelle, donc du royaume souterrain, qui fait tout pour essayer de répartir les richesses au sein du royaume et se fait même passer pour le renard, donc elle porte un masque et elle essaye en fait justement de voler des choses pour les répartir aux plus pauvres, etc. Bref, ça marche assez bien son petit jeu. Mais un jour, Sun, le dieu de la lumière, va la demander en tant qu'épouse. Il a jeté son dévolu sur elle, on ne sait absolument pas pourquoi ni comment, du jour au lendemain, voilà, elle l'intéresse. Et donc, comme c'est assez commun dans ce genre d'univers, et d'autant plus face à un dieu, c'est encore plus difficile de dire non. Danae se retrouve du coup à devoir le suivre en tant que promise, et malheureusement, avant même de l'épouser, elle se retrouve enlevée par Night, le dieu de la nuit, des ténèbres, je sais jamais, mais qui va l'enlever, pas juste par jalousie. Vous l'aurez compris, Danae cache en elle quelque chose de bien plus important que ça et elle peut être la clé pour sauver justement cette guerre froide qu'il y a entre les dieux et les déesses. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver divers personnages multiples et variés avec différentes créatures surnaturelles, un univers imaginaire qui est plutôt riche, pas autant que dans la Guilde des Ombres de la même autrice, mais qui est quand même très riche, très dense, une question de divinité aussi qui a une importance capitale et aussi de cristal arcanique qui pourra faire toute la différence. Mais c'est aussi une histoire très explicite et quand bien même les personnages ont tous l'air d'être consentants, il y a une relation de pouvoir qui n'est pas forcément très saine entre eux. Alors c'est un roman que j'ai apprécié découvrir, même si ce n'est pas ma meilleure lecture du mois. Je suis quand même très curieuse de découvrir la suite parce que j'ai envie de voir en quoi Danae est une clé aussi importante dans cet univers et surtout de continuer à plonger dans cet univers aussi riche et intéressant. Bref, je vous le recommande notamment si vous avez aimé la saga d'Oren parce que je pense qu'on est un petit peu dans le même genre de romantasy. C'est compliqué de tous les porter alors je vais les reposer mais voilà toutes mes lectures du mois de novembre. J'ai énormément lu ce mois-ci. Ça change un petit peu des mois derniers où j'ai un petit peu moins lu. Franchement je suis trop contente d'avoir pu passer autant de temps à lire, d'avoir pu consacrer autant de temps à ma passion de la lecture. Surtout que finalement j'avais cette envie de lire et de dévorer des livres, ce qui était absolument parfait. Vraiment j'ai adoré la plupart de ces livres comme vous avez pu le voir et ça c'est franchement super chouette. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé aussi de certains de ces livres si vous les avez lus ou si certains d'entre eux vous font envie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo des Bookmas dès demain. Ciao!